Une vieille dame enregistre sur un petit magnétophone le journal d'une année de vie en maison de retraite. Sa fille, l'écrivaine Lydia Georges, retranscrit les textes et leur rend leur force littéraire en suivant les pas de ce personnage extraordinaire qui a gardé une mémoire intacte, une imagination fertile, une curiosité pour les autres et une attention réelle à la beauté du monde en dialoguant avec la mort comme avec un adversaire légitime. Tel est le sens du dernier ouvrage de Lydia Georges, Miséricordia, paru aux éditions Métellier. Le jeudi 19 octobre 2023, Lydia Georges était invitée à la librairie Ombre Blanche pour parler de Miséricordia. Bonne écoute. Bonjour à tous. Vous l'avez vu, il y a des embrassades, des accueils chaleureux. Et c'est normal parce qu'on est vraiment heureux, je le dis au nom d'Ombre Blanche et en mon nom personnel, de recevoir Lydia Georges pour un magnifique livre qui s'appelle Miséricordia. Vraiment, je pèse mes mots, c'est un livre magnifique. Et si je pouvais commencer par un mot, je commencerais par merci. J'ai eu l'occasion de vous le dire en vous rencontrant, mais merci de l'avoir écrit. Quelques mots pour présenter Lydia Georges. Elle est née à Bolikem, je ne sais pas si je prononce bien. Elle est diplômée en philologie romane de l'Université de Lisbonne. Elle s'est consacrée très tôt à l'enseignement. En 1970, elle est partie pour l'Afrique, où elle a vécu la guerre coloniale, ce qui donnera lieu plus tard au portrait de femmes d'officiers de l'armée portugaise du rivage des Murmures. C'est déjà chez Métellier, c'est en 1989. À son retour à Lisbonne, elle s'est consacrée à l'écriture. Ses œuvres sont publiées dans une douzaine de pays. Aujourd'hui, elle enseigne la littérature. Encore, vous enseignez la littérature? Non, vous avez terminé ça, hein, parce que je me suis posé la question quand j'ai vu ça. Il faut me mettre à jour. Internet, ce sont les pièges d'Internet. En tout cas, là où Internet ne se trompe pas, c'est quand il affirme que vous êtes une des voix les plus importantes de la littérature portugaise et même européenne contemporaine. On pourrait citer, j'ai cité le rivage des Murmures, mais il y a également La couverture du soldat, Le vent qui siffle dans les grues, qui a été couronné de multiples prix, Nous combattrons l'ombre, La nuit des femmes qui chantent, Les mémorables, Estuaire, et donc ce dernier roman, Miséricordia, qui a obtenu le prix Transfuge du meilleur roman lusophone. Pour l'instant, on espère qu'il y aura d'autres prix. Au Portugal, le grand prix du roman de l'Association portugaise des écrivains. J'ajoute qu'à sa gauche se trouve une personne très importante pour ce livre, pour la lecture qu'on en fait, puisqu'il s'agit de sa traductrice, Elisabeth Monteiro Rodrigues, à qui j'ai proposé au Débeauté de venir nous rejoindre, tout simplement parce que Lydia a dit ce serait bien qu'elle intervienne à un moment donné, mais elle peut intervenir quand elle veut. Et donc, je vous donnerai la parole et n'hésitez pas à faire signe et à vous emparer du micro. Donc, je pourrais commencer par ce que j'ai pu lire dans une interview dans laquelle vous disiez que ce livre occupait une place très particulière parmi les autres livres que vous aviez publiés. Est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui n'ont pas encore lu cet ouvrage pourquoi ce livre occupe une place aussi particulière? Merci beaucoup, Brice Torresi. Merci à Ombre Blanche de me recevoir et m'inviter de nouveau. Merci à vous tous et toutes. C'est absolument nécessaire. Auparavant, non. Alors, je vois que vous aussi, vous dites seulement tous. J'ai juste dit tous. Seulement, alors désolé. C'était un tous inclusif. Vous acceptez ça comme excuse? C'est une question de génération. Hein, c'est vrai, ça c'est va vrai. être très difficile. Hein. C'est vrai, à tous et à toutes. Il y en a qui disent tous de même. Mais moi, pas moi. Bon, alors. Donc à tous et à toutes. Bon, on est en paix, toutes et toutes. Absolument. Et d'autres. Alors, et aussi Elisabeth qui a fait un très bon travail sur ce livre qui pose des questions de traduction difficiles.
Alors, je suis très contente. Bon, alors, pour vous répondre, il occupe une place très spécifique. D'abord, le titre, ce n'est pas à moi. Jamais j'imaginais écrire, avoir un titre tellement exigeant, tellement solennel, tellement religieux, tellement métaphysique et tellement humain. Non, je serais vraiment timide pour écrire, pour imaginer un titre comme ça. Alors, c'est un titre qui m'a été demandé par une personne chérie. D'abord ça. Deuxième place, parce que j'ai écrit ces livres sous un sentiment. Les livres sont écrits surtout avec l'intelligence. Je ne vais pas dire que j'ai lu, que c'est un livre fruit d'un sentiment. Non, ce n'est pas seulement fruit d'un sentiment. C'est fruit de ma intelligence, quoiqu'elle soit pauvre. C'est celle que je possède. Alors j'écris surtout avec mon intelligence. C'est un livre presque sans référence culturelle, mais c'est avec toute la culture que le long de mes années j'ai reçu, mais qui ne sont pas là, mais étaient devant moi. Et c'est un livre écrit pour donner sens à un sentiment de deuil, et à une expérience vivante et très importante vis-à-vis un groupe que j'ai visité, que j'ai vu comment procéder, que j'ai étudié un peu, que j'ai suivi. Et alors j'ai voulu écrire à travers le regard d'une seule femme l'ensemble, la puissance de résistance des gens de tout un groupe. Je crois que c'est la position de tout un âge de la personne quand les gens, quand la société nous abandonne et ne voit pas plus le regard de ces gens-là. Nous sommes eux. Ceux qui sont dans cette maison-là, ils se sentent exilés, mais ils ne sont pas séparés du monde. Et en même temps, ils ne sont pas une autre humanité, comme en général, les gens qui se promènent aisément par les rues pensent, et qui parfois évitent de passer devant les maisons de retraite en pensant « ce sont ceux qui vont mourir ». Non, ils vont mourir comme nous tous. Et eux, sommes-nous un peu plus âgés, et eux, sommes-nous quand nous étions enfants et quand nous étions jeunes. La mémoire est là. Ils sont tout entiers en éprouvant un sentiment de résistance, d'espoir aussi. Alors, c'est un livre à cause de tout ça, que c'est un livre très, très différent de mes autres livres. Vous avez parlé d'une expérience collective. Malgré tout, cela s'appuie sur aussi une expérience singulière, celle de votre mère, qui avait laissé un journal, si je ne me trompe. Oui, bien sûr, c'est ça. La personne qui a donné le personnage, ça a été ma mère, c'est vrai. Et elle a écrit depuis toujours, d'ailleurs mon père aussi, je ne sais pas pourquoi, ils étaient séparés, tellement éloignés et séparés par un océan. Et pourtant, les deux, ils ont écrit toujours à chacun son journal intime, jusqu'à la fin de leur vie. Et mon père, il a brûlé son journal. Il a brûlé son journal avant de mourir. Non. Mais ma mère m'a laissé tout. Et elle a écrit jusqu'au fond, au bout de sa vie. Et ça a été très important, même pour écrire ce livre, je me suis appuyée, évidemment, sur la dernière année, en jouant aussi avec mon agenda, où j'avais pris des notes
comme toujours je fais, où je vais quand je rentre, les événements de cette année de 2019 vers 2020. Et ça a été une année tellement frappante pour nous tous en tant que communauté mondiale. Bien sûr. Que j'ai pensé que c'était une année à propos duquel ce serait bon de laisser quelque chose, des pages littéraires. Parce que je ne fais pas des pages sociologiques. Ce n'est pas une question pour m'éloigner, c'est ma façon. Je ne suis pas capable d'écrire auprès du journalisme. J'ai besoin, pour écrire, d'inventer. J'ai besoin de jouer avec la fantaisie, de transformer, de transfigurer. Alors c'est ce que je fais. Dans ma tête, il y a toujours l'idée de « il était une fois ». Alors c'est toujours comme je pense, même quand il y a, quand on me demande, me pose une question qui m'exige un raisonnement philosophique, déductif, je commence, je ne l'écris pas ça, mais dans ma tête, c'est toujours, il était une fois, Mais là, tout à l'heure, vous parliez d'intelligence, mais c'est aussi l'imagination. C'est peut-être la même chose, l'intelligence et l'imagination. Mais l'imagination, c'est un art combinatoire de l'intelligence et de la mémoire, n'est-ce pas? La question qu'on se pose, on a peut-être tort de se la poser, mais quand on sait que vous aviez lu, vous étiez appuyé sur le journal de votre mère, on se demande si c'est la même personne qu'on retrouve, cette Maria Alberta qui est dans cet hôtel Paradis, la maison de retraite. C'est vrai. Est-ce que c'est elle? Est-ce que je connais votre mère après avoir terminé ce livre? Oui, vous connaissez à partir de l'essentiel. L'essentiel, c'est elle. L'essentiellement, c'est elle. Ses paroles, parfois, sont exactement ses paroles. Elle avait comme peut-être toutes les personnes, s'il y a quelqu'un qui fait attention aux paroles quotidiennes de quelqu'un, il y a toujours des phrases, il y a toujours des pensées que tout le monde produit. Et moi, j'écrivais beaucoup les phrases de ma mère. Et une fois, elle m'a dit, et j'ai profité de cette phrase, mais pour vous montrer comment il y a de là d'elle-même. Elle m'a dit, j'ai parti il y a longtemps, mais ce qui reste, c'est mon âme. Alors, elle était assise comme moi, et elle a dit ça parce qu'elle avait l'idée qu'elle gardait tout le sentiment, toute l'idée de vivre la mémoire, le désir de transformation et de connaissance. Peut-être le plus important, c'était le désir de connaissance jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, je vois qu'il y a un moment donné de la vie où nous voulons voyager. Voyager pourquoi? Pour connaître, pour savoir, n'est-ce pas? Quand j'étais très jeune, je ne comprenais pas, en entrant dans un avion, que l'avion était plein de personnes que je disais des personnes âgées. Maintenant, je comprends bien, c'est parce que le désir de connaître est peut-être le désir le plus primordial des hommes et des femmes, n'est-ce pas, de l'être humain, c'est connaître. Et j'ai vu ça dans ma mère. Alors, je n'invente pas ce débat pour savoir quel est le pays de Bakou. Non, ça, oui, au début, effectivement, elle se pose cette question, ça devient lancinant. Et, oui. Ah, oui. Et elle oublie Azerbaïdjan, le mot ne revenait pas. Alors, ça arrive à tout le monde. C'est pas seulement aux gens qui dépassent un certain âge. Tout le monde oublie. Il y a aussi une guerre avec des trous de mémoire que nous tous faisons. Depuis mes 20 ans, j'ai compris ça, qu'il y avait des mots qui s'effacent de ma mémoire.
Alors, j'ai vu que c'est exactement ça qui arrive avec plus de fréquence quand l'âge vient. Alors, tout ça est à elle, ce désir de savoir, même quand l'épidémie vient, elle qui avait voulu partir avant, quand l'épidémie vient, elle a une inquiétude. D'où vient ça? Quel type d'animal est celui-ci qu'on ne voit pas et qui tue les gens? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la fin du monde. Alors, d'où vient ça et comment les gens réagissent? Et alors, elle, à la fin, quand tout le monde est apeuré, elle est en train de prendre note des choses qui sont autour pour savoir. Alors, si vous me posez la question si ma mère est là, oui, c'est ma mère. Je n'ai pas inventé ce caractère, ce personnage. Mais je réagis après, je donnerai, si vous le voulez bien, la parole à Elisabeth. Je réagis au fait que justement, jusqu'au dernier moment, elle se posait des questions à propos de l'épidémie, des réactions des gens. Ça nécessite, me semble-t-il, une grande force. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ce mot force ou faiblesse, par rapport à sa fille, par exemple, c'était quelque chose d'important pour elle. Ce questionnement sur la force ou la faiblesse des êtres. Oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, elle pense même que parfois il y a le jeu. Est-ce que celui qui est bon est fort ou celui qui est fort est nécessairement bon ou mauvais? Alors, ce rapport, elle le pense parfois. Et avec sa fille, elle a une lutte, évidemment. Oui, c'est des rapports ce sont des rapports houleux. Oui. Elle pense qu'elle a plus de caractère que sa fille, que sa fille n'est pas aussi persistante qu'elle-même, n'est-ce pas? Que la fille, quand elles discutent, et un jour elle discute beaucoup, parce que sa fille se nomme à elle-même comme un chien, le chien de l'histoire. Oui, on va reparler de ça. Et elle ne comprend pas. Alors, la fille bat la porte et s'en va, et la mère commence à compter les jours pendant lesquels, combien de jours elle est capable d'être séparée. Si elle est divisée par des sentiments. Elle aime que sa fille rentre immédiatement, mais en même temps, elle est contente parce qu'un jour, un autre, ça signifie qu'elle sera forte, qu'elle est capable de vaincre le désir d'amour. C'est vrai. Elisabeth, tout à l'heure, Lydia Dis, elle vous remerciait ou vous félicitait parce que, disait-elle, c'était un livre difficile à traduire. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez perçu cette difficulté? Est-ce que vous voyez ce qu'elle veut dire par cette phrase-là? Eh bien, de toute façon, bonsoir d'abord. Et déjà, je pense que chaque livre que je traduis, en fait, chaque livre comporte sa spécificité et donc par conséquent, je dirais pas forcément une difficulté, mais en tout cas une problématique et une approche particulière. Alors effectivement, donc j'ai passé 8 mois avec Marie Albert à l'Hôtel Paradis. Et on va dire que l'enjeu majeur de la traduction, c'était de restituer la voix de Marie Albert, puisque évidemment, je ne connaissais pas sa voix, bien sûr. Et donc j'ai procédé en fait je me suis laissée porter donc par le récit et en procédant par énigme en fait, parce qu'on nous dit au début que c'est à la fois un témoignage oral avec des heures d'enregistrement, donc il y avait une dimension d'oralité et en même temps énormément de passages en fait comportent des situations, des réflexions parfois philosophiques ou existentielles. Notamment dans la lutte avec la nuit, ou oui. D'autres... La nuit, métaphore, on peut le dire, de la mort. De la mort, tout à fait.
Et donc, en fait, il y avait cette idée de pouvoir... Et puis, on sait aussi, après, un peu plus loin, que Malia Albert, elle a aussi des origines un peu rurales. Donc, ça situait aussi un petit peu sa manière éventuellement de parler, que c'est une femme extrêmement forte et puissante, et en même temps, elle a un humour, elle a beaucoup, beaucoup d'humour. C'est pas une faible femme. Donc, il y avait tous ces éléments-là comme ça, qui, peu à peu, en fait, ont permis je ne vais pas dire que je vais l'entendre, mais en tout cas de l'imaginer et de lui trouver une sorte de langage et de voix. Et en fait, au fur et à mesure de la traduction, je me suis aperçue que en fait, sa voix, c'était finalement la mienne aussi, en un sens. Et puis, quelque part, en fait, j'espère la voix de chaque lecteur, en fait. Et que chaque lecteur, en fait, en lisant ce livre, en fait, peut entendre, avec sa propre voix intérieure. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est la voix de la lecture, puisque la littérature est très importante aussi dans le livre, puisqu'il y a tous les livres, les discussions avec sa fille sur quand sa mère lui explique comment elle doit écrire ses livres, parce que quand même... elle est trop nulle, elle ne vend pas assez de livres parce que ses fins sont nazes. Oui. Et puis elle s'occupe des petits, des démunis, au lieu de s'occuper des grands de ce monde ou des personnages mythologiques ou emblématiques. Et donc là, pour le coup, on revient effectivement à ce dont vous parliez, la table de l'histoire, qui effectivement, je pense que politiquement, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais entendre votre réaction sur ce qui vient d'être dit, et la relation qu'on a avec les traducteurs en général, puisque vous êtes traduite dans de multiples pays, et avec Elisabeth en particulier. Comment ça se passe ? Bon, les expériences sont très diversifiées, et je ne vais pas parler de celles qui ne sont pas bien gérées. Ah oui, ça arrive. Je préfère parler des autres. Mais vraiment, j'ai de la chance. Par exemple, pour la traductrice pour l'hébreu, Myriam Tivon, c'est quelqu'un qui, pour traduire Le vent qui souffle dans les grues, elle est venue d'Israël pour connaître les places où la situation se passe. Alors, elle a payé de sa poche et elle est venue en Algarve et a visité et a photographié. Alors ça donne l'implication, le degré d'implication, oui. Mais avant, j'ai eu de très bonnes traductions. Avant Elisabeth, Geneviève Lebriche surtout a été toujours la traductrice à la France, et toujours les Français me disent que les traductions sont impeccables. D'ailleurs, Pierre L'Église de ma maison d'édition, édition Métellier, Pierre L'Église qui dirige la collection, il est quelqu'un qui connaît bien le portugais et je pense qu'il aide aussi un peu, qu'il est capable d'aider un peu. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec Elisabeth, mais avec Geneviève, il aidait, n'est-ce pas? Par exemple, la traductrice allemande, c'est peut-être la traductrice devant laquelle je tremble le plus. Parce qu'elle est capable de comprendre, de voir où si je me trompe dans une date, elle comprend tout, elle sait tout. Ça veut dire c'est quelqu'un de très sensible et en même temps qui soigne très bien. N'est-ce pas? Alors c'est très bon de donner un livre à quelqu'un on se repose. On sait qu'un livre à l'extérieur, chez nous, à notre pays, le livre est seulement à nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais à l'extérieur, à moitié, c'est peut-être, une pourcentage, frivole, je vais dire, mais je sens que c'est la moitié, c'est au traducteur. C'est une lourde responsabilité, oui. Une bonne traduction ne peut pas faire quelque chose pour un livre, mais une mauvaise peut faire évidemment, peut augmenter le livre. Mais je suis sûre qu'une mauvaise traduction peut tuer un livre.
Tout à fait. À la fin des chapitres apparaissent, alors je me souviens plus si c'est systématique ou si c'est... Excusez-moi, est-ce que je vous peux interrompre? Vous faites ce que vous voulez. Ah oui, parce qu'on m'a dit, il y a une jeune fille qui va s'occuper de votre prochain livre. Et une jeune fille, j'ai toujours... en France, Geneviève était déjà une femme très mûre. Alors, qui est cette jeune fille? Alors... Oui, mais vous ne les faites pas. Non, mais oui, c'est ça. Vous êtes une adolescente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Elisabeth m'a écrit un email et elle me disait, avant de partir pour la traduction, j'ai lu des livres qui peuvent être proches de votre livre. Et elle a annoncé les livres qu'elle avait lus avant de venir à mon livre. Alors ça m'a dit, c'est quelqu'un vraiment professionnel et qui aime la littérature et qui est une grande lectrice, parce que autrement commencerait immédiatement à traduire pour faire son boulot et ne ferait pas cette enquête et ces lectures avant. Alors ça, c'est c'est des choses bonnes que la littérature apporte, n'est-ce pas? C'est qu'on fait une espèce de déclin soignant les livres, autour des livres. Parfait. Donc je faisais allusion à, je viens de vérifier, certains chapitres se terminent par, comment l'appeler, une espèce de poème ou d'haïku, je ne sais pas, quelques mots très poétiques. Alors je vais avoir deux questions. D'une part, pourquoi avoir fait ce choix? Et d'autre part, ça s'adressera à Elisabeth. Je me disais, avant même de savoir que vous seriez là ce soir, que ce ne devait pas être évident justement à traduire, à tort raison, mais il me semble que justement c'est une dimension d'une telle poésie que ce doit être assez compliqué. Mais et la question que vous posez? La question, c'est le rôle de ces, je sais pas, de ces petites strophes, je ne sais comment l'appeler. Ouais. D'ailleurs, c'est curieux que je sache pas comment l'appeler. Ça veut dire que c'est singulier. Mais ça, ce sont les mots les plus proches de la voix de ma mère. Oui. Ça veut dire que cela, c'est ce qui vient c'est son journal, la partie dernière de son journal. Ça veut dire quand elle ne pouvait plus soutenir un cahier, quand elle ne pouvait plus soutenir le cahier où elle écrivait avant ce qui se passait chaque jour, alors elle n'écrivait plus que de petits mots, et en général, parce qu'elle avait cassé la main. Alors l'autre n'avait pas la force, n'est-ce pas? Alors je lui apportais, je lui donnais de petits blocs où elle enlevait une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, et elle écrivait seulement des petits mots. Alors, par exemple, si elle avait soif, elle disait 3 heures, beaucoup de soif. J'ai compris, je déduisais qu'elle avait passé 3 heures et qu'on ne lui donnait pas de l'eau. Alors, c'est à partir de ces petits mots que j'ai ajouté, évidemment, parce que c'est une force poétique. Oui. Alors, puisque chaque chapitre est une reconstitution de la mémoire de sa voix, mais en même temps, c'est mon interprétation, n'est-ce pas? Ces petits poèmes, si on peut dire, ce sont des notes, vraiment, les notes. Ces notes-là sont la partie écrite par elles-mêmes. Alors, pour moi, c'était impossible de les enlever. Quand j'ai terminé ce livre, parce que je l'ai écrit d'une façon complètement différente des autres, comme s'il n'était pas de la littérature, c'était une autre chose qui poussait, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé à 2 amis pour lire l'original. Et j'ai demandé, est-ce que je dois ou non, selon votre opinion, garder les petits poèmes? Et une a dit, oui, garder. L'autre a dit, non, enlever. Bon. Alors, ça a été une grande aide, comme vous voyez. Elisabeth, comment vous aviez terminé peut-être, je ne veux pas vous couper. Comment vous les avez perçus, vous, ces petits passages?
Mais en fait, ce sont pas des haïkus d'un point de vue littéraire. Oui, par c'est rapport à vrai, la oui, forme, effectivement. Ouais. mais après, je peux comprendre qu'on puisse aussi y penser parce qu'en fait, il y a quand même un rapport à un élément du temps ou de quelque chose de l'ordre du goût. Et ça, effectivement, ça peut faire penser au haïku. Mais en fait, moi, j'ai pris ça comme des annotations, c'est-à-dire vraiment, comme ce que disait Lydia, j'ai pris ça comme ça. Et par rapport à la traduction, en fait, j'ai conservé quelque part, enfin en tout cas j'ai essayé de faire quelque chose de très brut, donc presque quelque chose de très littéral en fait, parce que je savais que ce texte-là, je n'ai pas interrogé Lydia à ce sujet, mais je sentais, je comprenais que c'était autre chose en fait, et effectivement il y avait pour moi c'était des annotations de Maria Albert. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur la main, en fait, quand j'ai travaillé sur la traduction, il y a beaucoup de passages que j'ai dû écrire à la main, en fait. J'étais obligée d'écrire à la main plein de passages de la traduction pour que ça vienne. C'était très curieux, ça m'arrive. C'est la première fois que ça vous a... Enfin, en tout cas... À ce point-là, oui. Souvent, ouais. j'aime bien passer par la main, parfois. Mais là, c'était impressionnant. C'était une nécessité physique, parce que sur l'ordinateur, ça, je sais pas, la phrase ne... Désincarné, peut-être. Ben, je sais pas, oui. Mais il y avait vraiment cette idée des mains et du corps. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Lydia, je voulais réagir. C'est merveilleux, je ne savais pas ça, mais c'est merveilleux. Et c'est merveilleux, et ça souligne ce que je pense. C'est que le traducteur est, comment dire, je peux dire la main droite et la main gauche de l'écrivain. C'est vrai, parce que ça se passe, évidemment. D'ailleurs, ça me touche beaucoup, ce que vous venez de dire, parce que pour l'écriture, ces expériences comme il y a une espèce de reproduction de la situation qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'on est au cœur de la situation. Ça veut dire qu'on a été capable de se déplacer pour dedans l'autre. Alors, tout ce que je peux dire, c'est merci. Hein. Et je voudrais ajouter une autre chose, c'est que j'étais toujours en train d'attendre des questions sur ces petites notes, parce que je pensais que c'était très difficile de les traduire. Parce qu'une des forces de ces petites notes, c'est que elle, Donna Alberti, qui est une femme rurale, qui n'a que 4 ans de scolarité, elle a le pouvoir de la ruralité qui parle quand on n'est pas très cultivé littérairement et quand on n'a que 4 ans de formation, de scolarité, alors on n'a pas un vocabulaire très large et on doit faire des métaphores, n'est-ce pas? Et c'est à cause de ça que les langues rurales sont en général très métaphoriques. Et c'est le cas d'Anne Alberti. Et je me posais la question, mais est-ce que Elisabeth ne va pas me poser des questions sur ça? Parce que là, c'est vrai que la rime pour ces notes est très importante. Et je savais qu'en passant en français, que la rime, la partie musicale de ces pauvres poèmes, n'est-ce pas, de pauvres poèmes, que cela irait se perdre, n'est-ce pas? Et j'ai vu que quand le livre m'a été donné, j'ai ouvert immédiatement à la dernière page, parce que c'était la plus difficile. Et alors, mon cœur a commencé à battre plus calmement, parce que c'est vrai que je vais lire le dernier petit poème, si vous me permettez. C'est où elle refuse complètement la mort, n'est-ce pas? Et elle chante, elle écrit comme une chanson d'enfance. Et la chanson d'enfance en portugais, s'il y a quelqu'un ici qui connaît le portugais, voilà. Il y a une chanson que ce n'était pas de mon âge, mais c'était de l'âge de ma mère, qui était « Ou, mourreu o bu,
Ubu já não ressuscita, o diacho é a vaca, si elle mort, il non scappa. Ça veut dire, il y a ici un sens élitique, et il y a même le mot bou, qu'on ne sait pas, c'est comme le langage d'enfant. Mais j'ai pensé que bou, c'était bourrou, qui signifie âne. Alors, je pensais, à un moment donné, Elisabeth va me demander où mourir au bout, qu'est-ce que ce bout, n'est-ce pas? Un enfant, quand l'enfant n'est pas capable de dire bourreau, dit bout, au lieu de dire cheval, dit chu, ou dit val, dit seulement une partie de la phrase, n'est-ce pas? Alors, voilà que Elisabeth a découvert le secret. Et elle a tout, ça me demandait, et elle a dit... Vous vous souvenez pas, je vous ai écrit justement parce que quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, waouh, là, ça va être impossible. Ce n'est pas à moi que vous avez posé la question. Ah si. Je vous jure. si. Allez voir vos... oui, j'en suis sûre. Vous avez gardé nos entretiens. Bien sûr. Enfin bon, mais oui, mais si, parce que ou mourir au bout, moi je... Mais ce n'était pas moi que je vous ai dit ça. Je vous jure. Oui, c'est quelque chose. Mais quand même, elle a traduit comme ça. Alors, voilà. Et faites attention parce que vous avez demandé à quelqu'un d'autre. Parce que jusqu'à la fin, j'ai eu l'idée, mais elle ne va pas être capable de traduire ça. Alors, ça donne quoi? C'est ici, le petit âne est mort. Le petit âne ne ressuscitera pas. Diablesse de vache, si elle meurt et ne s'en tire pas, c'est un veau de travailler pour mon dîner. C'est ça. Là. J'ai lu très mal. Voilà. Mais il y a ici maintes difficultés qui ont été dépassées. Vous n'avez pas aussi me demandé la diablesse de vache. Le ressuscitera. Ça va se régler après la rencontre, ça. Après la rencontre, vous avez demandé à quelqu'un d'autre. Pas à moi. Alors, on verra. Je vais voir ça. Bon, quand même, on dépasse. Ça, c'est très bien traduit, même à garder la C'est dernière... l'essentiel, non? L'essentiel, c'est que ce soit bien traduit. Alors, il y a tellement de choses, je vois l'heure, il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder, et on va essayer de le faire, les différents pensionnaires avec leur personnalité spécifique, la dénonciation du manque de personnel, etc. Mais je voudrais quand même qu'on reste un peu sur... on a commencé à aborder ce thème-là, le regard de la maman sur l'écrivaine, avec des phrases qui la choquent. Ah non, mais comment c'est fort. Donc, par exemple, quand elle entend votre mère ou la mère du livre, on va dire, je suis un chien de l'histoire, je vis pour flairer ses mouvements, la dénoncer, la mordre, la trahir. Je ne suis pas de sa famille, je suis son adversaire. Ou dans un autre registre, quand l'écrivaine se définit comme faisant l'amour avec l'univers. Ça, ce sont des phrases qui peuvent qui heurtent la conception de l'écrivain de la vieille dame qui voudrait qu'elle écrive des fins différentes et s'attache à des personnages très, très illustres. Bien sûr, cette femme qui n'a que 4 ans de scolarité, pourtant elle lit et elle voit quels sont les livres qui font un grand succès, les autres. Les best-sellers. Alors, ses amis lisent des best-sellers sur les grands personnages, les histoires, des livres sur histoire, tout ça, n'est-ce pas? Et les autres qui ont des happy end, etc. Alors, elle se pose la question, pourquoi ma fille n'est pas aussi une fille qui vend beaucoup de livres, qui n'est pas une best-seller, pourquoi elle n'est pas importante, pourquoi elle... Enfin, tout ça, n'est-ce pas? Parce qu'elle est une mère elle veut le triomphe,
n'est-ce pas? Alors elle se questionne sa fille. Et la question la plus importante, c'est que, évidemment, c'est sur les personnages, pas seulement sur la fin des livres, mais sur les personnages qu'elle pense avoir la clé pour donner le succès à sa fille, n'est-ce pas? Et alors elle est complètement défaite quand elle comprend que la fille parle d'un autre angle de la fille, n'est-ce pas? Elle dit, pourquoi tu n'écris pas sur des personnages importants de l'histoire? Parce que l'importance de ces personnages apporte l'importance d'un livre. Apportant l'importance d'un livre apporte l'importance de l'écrivain. C'était son raisonnement, n'est-ce pas? La fille voit d'une autre façon, voit la littérature, ce qu'elle fait du point de vue d'un succès intime, de l'harmonie qui provient de ce qu'on est capable d'écrire ou non. Ce triomphe qui est personnel, qui ne passe pas au dehors. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'ontologique. Ça montre sa grande force à l'écrivaine. Elle ne se laisse pas influencer par sa mère. Et puis, effectivement, le succès public importe moins que l'accord avec soi-même. Oui, mais la grande lutte, c'est quand elle dit « Pourquoi tu ne veux pas être à la table des grands ?» Et la fille dit « Mais je veux être dessous la table, sous la table. » Et elle dit « Alors tu es comme un chien. » Elle dit « Oui, je suis comme un chien. » Et la mère continue, en augmentant la pression, en disant « Alors tu es comme le chien Rabilau, qui était un chien maudit de la famille. » Et elle dit « Oui, je suis comme le chien Rabilau, qui était un chien qui hurlait quand une jeune fille de la famille jouait le bandolin, on dit bandoline. Bandoline. Mandoline. Et quand elle jouait, le chien hurlait. Et alors, cette jeune fille est morte. Et alors, on a pendu le chien, pensant que le chien était celui qui avait apporté la douleur à la famille, n'est-ce pas? Alors, pour la mère, c'est quelque chose d'absolument dur et sans classification de la fille dire « je suis comme le chien ». Comme ce chien, n'est-ce pas? Alors, elle ne comprend pas cette dimension, n'est-ce pas? Et alors, elle se fâche. Comme dans un moment, elle demande à sa fille, elle dit, écoute, c'est après faire la paix, après la paix, quand elle revient de nouveau, en passant ses 21 jours, je crois, sont 21 jours qu'elles sont fâchées, quand elle revient, elle dit, ma fille, je ne vais jamais parler des livres, mais quand même, je vais te poser une question. N'est-ce pas? Et alors la question c'est, un écrivain, un vrai écrivain, est celui qui a le portrait partout, qui gagne beaucoup d'argent, et un jour, sa maison sera un musée pour enseigner, pour apprendre aux autres comment a été sa vie, n'est-ce pas? Et une écrivaine, c'est encore en train de piquer sa fille, évidemment. Et la fille dit, mais non, une écrivaine, c'est une femme qui fait l'amour avec l'univers. Et elle dit, oui, c'est vraiment, ma fille est folle, n'est-ce pas? Alors, ma fille est folle, n'est-ce pas? Alors, pour toujours, alors elle se calme, elle dit, bon, c'est la question perdue. Et elle a dit, pauvre fille, pauvre de moi, nous sommes seulement pour les petites choses, pour les choses insignifiantes de la vie. Nous sommes, alors, et elle dit, alors, je suis contente avec le petit, le moindre. Mais vous dites-elle, là, mais là, c'est vous. Comment? C'est vous qui pensez ça. Peut-être. Alors, je pense que quelqu'un qui se donne à l'écriture ou à l'art pense toujours ça, je pense. Et d'ailleurs, ce sont des pensées comme de tout le monde. Ce n'est pas seulement la pensée d'un écrivain. Tout le monde. Pendant la nuit, on pense, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Je suis un nœud de os, de os, de nerfs, de chair. Je suis dans mon lit. Qu'est-ce que je suis devant l'univers, devant la terre, devant les batailles?
je suis personne. Alors, il y a toujours un moment où l'on pense. Tout le monde pense ça, n'est-ce pas? En général, les personnes ne vont pas au travail en disant « cette nuit, j'ai pensé que je n'étais rien, j'étais Non, on ne dit ça, on garde ça, n'est-ce pas? Mais l'écrivain et l'artiste peut dire « oui, je suis rien, je suis une miette. Je suis une miette de l'ordure de la vie. Alors, j'ai un sens. Ou autrement, qu'est-ce que mon sens? Pourquoi je suis tellement petite et tellement insignifiante. Pourtant, je suis, je sens, je pense. Qu'est-ce que je suis? Alors, tout le monde pense ça, n'est-ce pas? Alors, la littérature, c'est ça. Nous posons ces questions qui sont les fondamentales. Et nous les posons d'une façon différente du regard religieux. Parce que le regard religieux a toujours un grand chapeau. Parce qu'on croit à quelque chose qui donne le sens. Une totalité à qui on peut donner un nom. Mm-hmm. Alors, on a toujours une compagnie. Même devant la maladie, devant la mort, devant l'injustice, il y a toujours quelque chose qui donne le sens à tout ça. Les écrivains, en général, ne pensent pas ça. Ou autrement, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'il aura peut-être une totalité à qui on adresse, mais il n'y a pas de nom. Il n'est pas celui qui fait la paix, ce n'est pas celui qui donne le sens. Alors, on est en train de demander qui êtes-vous, qui suis-je, n'est-ce pas? Et ce sont les questions absolument laïques que l'art pose, n'est-ce pas? C'est bien de le rappeler. J'ai évoqué très rapidement le fait que il y a tous ces pensionnaires d'Hôtel Paradis. Choisissez celui dont vous souhaitez nous parler. Et il y a Lilimunde, je prononce peut-être très mal, mais qui est l'amie favorite, on va dire. Il y a Doña Juaniña, il y a Monsieur To, il y a Dona Rita. De qui souhaitez-vous nous parler? Bon, peut-être celle qui est le miroir de Don Alberti, qui est Lilimunde. Parce que dans cette maison-là existent les marginaux de l'âge et les marginaux de la société. Les soignants en général, des personnes qui viennent ou d'Amérique du Sud, ou du Nord d'Afrique, ou de l'Est, ou du Portugal et d'autres lieux de l'Europe. Pourtant, ce sont des gens qui doivent traverser plusieurs difficultés et qui éprouvent des difficultés très, très grandes pour être là. Et alors, ce sont des gens qui se comprennent parce qu'ils sont marginaux de façon différente, mais ils sont des marginaux. Et parmi ces marginaux, il y a une qui est une Brésilienne qui n'a que 17 ans, je crois, 17 ans, mais qui se fait passer pour 21 pour pouvoir travailler. Mm-hmm. Et elle, c'est à propos d'elle que Don Alberti va repenser sa vie passée, surtout la question de l'amour. Parce qu'elle voit dans la vie, dans l'amour qu'elle suit pendant cette situation commune, elle voit le miroir de ce qui s'est passé avec elle. Don Alberti, dans le passé, avait eu un amant très, très attirant, et il lui avait fait un fils. Elle pensait que c'était un fils. Après, ce serait une fille. Alors, tout le monde voulait que ce bébé, avant de paraître, disparaisse. Papa, maman, tout le monde, n'est-ce pas? Et on a préparé l'avortement. Et elle a pensé, elle était très très jeune, et elle a pensé, si je perds ça, je perds le visage de cet homme-là. Et je serai seule. Alors, moi, je veux garder ça. Et alors, le père est très violent avec elle, mais elle garde le bébé. Mais elle pense, ça était du passé, quand les femmes n'étaient pas
n'était pas autonome, quand elle n'était pas libre, quand l'amour n'était pas libre aussi. Et maintenant, pourquoi Lily-Monde fait la même chose? Parce que Lily-Monde fait la même chose. Elle se prépare pour se débarrasser d'un enfant, parce que son amant est parti en Hongrie. Oui, Il était un étudiant, il était quelqu'un qui étudiait les algues. Et alors, après cette aventure, il est parti et elle reste enceinte. Et le matin même où elle va à l'hôpital pour se débarrasser de la grossesse, elle reçoit un appel où elle appelle son ami et il dit qu'il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Et alors, le même moment, elle dit « Je serai seule, alors je veux garder le bébé ». Et pour Don Alberti, ça c'est, comment dire, qu'est-ce qu'il y a dans la nature humaine? Qu'est-ce qu'il y a? Que malgré l'indépendance des femmes, malgré le désir d'être autonome, malgré le féminisme, malgré tout ça, les femmes veulent avoir des bébés. Voilà. Pourquoi? Pourquoi cet amour? Qu'est-ce que ça signifie? Et elle n'arrive pas à trouver la réponse, mais il y a une chose très importante, c'est qu'à la fin, pendant la pandémie, les gens ne peuvent pas entrer dans l'hôtel Paradis, Lily-Monde va parler à la fenêtre et elle voit que de profil, Lily-Monde a le ventre complètement rond. Et elle a l'idée que son histoire, va se prolonger, n'est-ce pas? Alors, je crois que pour moi, c'est très important ce personnage, parce que c'est, comment dire, l'approfondissement de cette femme du passé, du début du XXe siècle, qui continue quelque chose qui nous donne la perplexité. Pourquoi les hommes, les femmes veulent se reproduire, veulent avoir des enfants, n'est-ce pas? Il y a, je l'ai dit, d'autres personnages, il y a des questions sur la religion, sur l'amour, sur la souffrance. Il y a beaucoup de choses, vous l'avez compris. Je voudrais quand même parler du fait que vous avez parlé des marginaux pour parler de la vieillesse. Si je ne me trompe pas, les personnes âgées sont aussi marginales dans la littérature. J'ai pas beaucoup de souvenirs, alors peut-être que c'est par inculture, mais de grandes figures littéraires âgées. Il y en a, hein, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais j'ai l'impression que c'est un champ peu exploré. Si on lit les mémoires d'Adrien, oui, effectivement. Mais là, c'est un personnage, oui, tout à fait, personnage illustre, c'est vrai. C'est un empereur, voilà. N'est-ce pas? Bon. Non, il y a des livres. Même au Portugal, il y a un livre de Virgílio Freire, qui est un livre très important, qui est Jusqu'à la fin, qui s'appelle Jusqu'à la fin. C'est magnifique, c'est vrai. C'est sûr. La différence, je crois, c'est que Don Alberti est quelqu'un qui parle d'elle-même, n'est-ce pas? Et qui maintient dans son souffle est un souffle d'un vivant qui va jusqu'à la fin, qui refuse de mourir. Don Alberti ne meurt pas. Elle est éternelle. Nous sommes d'accord. Alors, il faut comprendre ce que je dis. Ce n'est pas éternel du point de vue du succès. C'est une autre chose. Oui. L'éternel, parce qu'elle dit « je ne mourrai pas, je ne mourrai jamais ». Alors, ce qui est important, pour moi, c'est que les livres, j'ai déjà lu des livres sur des personnages âgés, mais je ne l'ai pas fait exprès.
J'ai fait par vérité de la vie. Mais pour moi, c'était important, très important, de donner un souffle littéraire à quelqu'un qui décide de ne pas mourir et vivre jusqu'à la fin. Et il n'y a pas... C'est un livre de gaieté. C'est un livre... Absolument. C'est un livre de gaieté. Ah, il faut le souligner, oui, tout à fait. J'ai un peu de peur de dire... Parfois, je pense, je vais commencer cette fois, quand je parle de miséricorde, de dire, c'est un livre sur la jeunesse. J'ai peur de dire ça, que les personnes disent, mais non, vous rusez de moi. Mais non, c'est vraiment, à mon avis, c'est un hommage que j'ai fait aux jeunes, à la personne jeune qui est dans nous jusqu'à la fin, à l'enfant que nous portons toujours jusqu'à la fin, à l'adolescent qui rêve sans barrière, qui rêve l'adolescent que nous portons dans nous et qui rêve du monde entier, qui rêve de traverser le monde entier, de voyager, de connaître, qui ne se laisse pas jamais abattre devant les difficultés, parce que le jeune, l'adolescent croit qu'il va vaincre, n'est-ce pas? Alors, pour moi, enfin, si un jour on vous dit Lydia, maintenant elle est vraiment folle comme sa mère pensait, parce qu'elle dit que c'est un livre sur la jeunesse. Mais vraiment, c'est ce que je pense, que c'est un livre sur le désir de jeunesse que nous portons jusqu'à la fin. Absolument. Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions à poser, le micro est à votre disposition, bien sûr. Je viens de proposer à Elisabeth, le temps que vous réfléchissiez à vos questions, qu'elle nous lise un passage. Ça vous fait plaisir, Lydia, je suppose, votre traductrice lise. Peut-être qu'Elisabeth veut choisir. En duo? D'accord. D'accord. Est-ce que je pourrais juste avoir un verre d'eau en fait? Bien sûr, je vais chercher ça. Merci. Quel est le passage? Moi, j'ai pas le livre en fait en français. Vous l'avez en français, mais j'ai ici, et en portugais. En portugais, je crois qu'il y a une dame qui l'a. Il y a une dame qui l'a. Ah. Merci. Et je crois. Oui, il y a ce. Qui lit en portugais? Miséricorde. Pour échanger, si vous voulez. Mais... Non, c'est ici, c'est ce passage ici. Excusez-moi. Non, mais... Je crois qu'il y a ici un passage. Les 4 saisons. Les quatre saisons. Merci beaucoup. Les 4 saisons. Mais c'est petit, est-ce que vous pensez que ça, c'est bien? Je feuille tout. Alors, est-ce qu'il y a des livres en portugais? Il est là. C'est 52. Ça se passe pendant l'automne, je crois. Les 4 saisons. C'est ça. Et talvez... 54. Excusez-moi. 54. Dites que je vous écoute. Talvez... A partir de... Por exemplo, começa primeiro em português assim. Vamos fazer un parágraphe. Alors, je commence. Oui. C'est 54? 52. 52. Excusez-nous. Parce que si on ne lit pas le même... Ce délai. Voilà, c'est encore mieux, hein, on est d'accord. S'appelle As 4 Estações, les 4 saisons. De novo chove tão fraco e tão de manso que é uma vergonha. Uma espécie de névoa que apenas embacia as janelas, como se as nuvens já não tivessem outro poder que não seja o de apenas borrifar a terra. Chuvisco ralo. Mesmo assim, eu senti vontade de me entregar ao conforto calado que provém de saber que a poeira está a ser molhada. À nouveau, il pleut si faiblement et si doucement que c'en est une honte. Une sorte de brume qui ne fait qu'embuer les fenêtres, comme si les nuages n'avaient plus d'autre pouvoir que de vaporiser la terre. Une bruine éparse. Malgré ça, j'ai éprouvé l'envie de me laisser aller au confort silencieux que l'on tire de savoir que la poussière est mouillée. A meu pedido,
Maria José das Lundas deitou-me depois do almoço. Pensei na minha filha. Senti saudade de quando a levava pela mão à escola e a outros lugares que não nomeio no meu pensamento, de tantos foram. Quando acordei, ela estava sentada na cama ao lado a olhar para mim. Eu deveria admirar-me, mas não me admirei. Achei que estava certo, que ela me devia esse olhar de amor filial. Fechei os olhos e aceitei que ela me devolvesse a vela que lhe fiz no início da sua vida. À ma demande, Maria José das Lundas m'a mise au lit après le déjeuner. J'ai pensé à ma fille, j'ai ressenti la nostalgie du temps où je l'emmenais par la main à l'école et à d'autres endroits que je ne nomme pas dans ma tête, tellement il y en a eu. Quand je me suis réveillée, elle était assise sur le lit d'à côté à me regarder. J'aurais dû être surprise, mais non. J'ai trouvé que c'était juste, qu'elle m'ait devait ce regard d'amour filial. J'ai fermé les yeux et accepté qu'elle veille sur moi, como je l'avais fait sur elle au début de sa vie. O tempo tinha-nos trocado de lugar, como deveria ser. Agora era ela quem me olhava de cima e eu quem me deixava ver. Era bom. A noite havia sido expulsa para os confins do mundo e em seu lugar uma grande harmonia sustentava as paredes e ela ali estava. Era bem saber que me seguia daquele jeito. Tivesse eu os olhos abertos ou os olhos fechados. Mesmo sem abrir os meus, perguntei. Estamos no outono, mas a natureza passa por 4 estações ou não passa? Ela respondeu, passa. Le temps nous avait changé de place comme il se doit. Désormais, c'était elle qui me regardait d'en haut et moi qui me laissais voir, pardon. C'était bien. La nuit avait été chassée au bout du monde et à sa place, une grande harmonie soutenait ses murs et elle était là. C'était bon de savoir qu'elle me suivait de cette façon, que j'ai les yeux ouverts ou fermés. Sans même ouvrir les miens, j'ai demandé « On est en automne ? Mais la nature passe par 4 saisons, n'est-ce pas ?» Elle a répondu « Oui ». O ciclo da natureza vai até ao fim e retoma o início, nunca para. Mas os seres humanos, quando chega o inverno, não têm mais nenhuma primavera. Ou têm? Sim, têm, disse ela. Porque nós, como não podemos repetir o ciclo natural das estações, inventamos uma forma de ultrapassar essa limitação. Por que dizes isso? Porque enchemos as 4 estações da nossa vida com os círculos das vidas dos outros. Cada uma das nossas vidas pode conter 1000, 2000 anos de vida, somando o conto das vidas dos outros que passam por nós sem parar. Será? Le cycle de la nature va jusqu'au bout et reprend au début. Il ne s'arrête jamais. Mais les êtres humains, quand l'hiver arrive, n'ont plus aucun autre printemps. Ou si ? Si, bien sûr, a-t-elle dit. Parce que nous, comme on ne peut pas répéter le cycle naturel des saisons, nous inventons une manière de surmonter cette limitation. Pourquoi tu dis ça ? Parce que nous remplissons les 4 saisons de notre vie avec les cercles des vies des autres. Chacune de nos vies peut contenir 1000, 2000 ans de vie, en ajoutant le récit de la vie des autres qu'on croise sans arrêt. Tu crois ? Talvez por me encontrar recostada na cama e por fazer outono lá fora, eu pensei que aquilo que ela dizia não passava de uma farandola. Mas como tinha tempo, e ela parecia ter tempo, e o tempo estava tão lento, eu podia pensar, e então percebi que ela tinha razão. Claro que sim, a vida humana tem 4 estações, e por vezes fica por 2 ou 3, mas pode preencher-se com milhares de estações do ano da vida dos outros. Uma sede permanente por participar dessas outras existências ao lado da nossa. Eu mesma já o tinha pensado e o praticava aqui neste lugar que me coube ocupar. Eu mesma. Peut-être parce que je suis assise dans le lit et que c'est l'automne dehors, j'ai pensé qu'elle ne disait rien d'autre qu'une faribole. Mais comme j'avais le temps, elle aussi apparemment, et que le temps passait si lentement, je pouvais réfléchir. Alors j'ai compris qu'elle avait raison. Bien sûr que oui, la vie humaine a 4 saisons. Et parfois, elle s'en tient à 2 ou 3, mais elle peut se remplir avec les milliers de saisons de l'année de la vie des autres. Une soif permanente de participer à ces autres existences aux côtés de la nôtre.
Moi-même, je l'avais déjà pensé, et je le pratiquais ici, dans cet endroit où je me retrouvais. Moi-même. Em redor havia tanto silêncio e conforto. E acudiam-me à cabeça tantas e tantas vidas guardadas no meu pensamento que me calei. Depois olhei para o saco vazio, como eu exigia e ela obedecia. E encontrei coragem para lhe dizer que tinha sido muito bom ela ter vindo e aqui ter estado todo aquele tempo sentada sem dizer nada. Por tudo isso, a minha satisfação era imensa. Mas, entretanto, ela tinha a obrigação de regressar a casa, entregar-se à sua vida e só voltar ao Hotel Paraíso muitas semanas mais tarde. Disse-lhe o que há muito queria dizer. Entretanto, não venhas cá. Eu exijo. Ela saiu e a harmonia ficou comigo. Autour de moi, il y avait tellement de silence et de confort, et me revenait en tête tant et tant de vie conservée dans ma pensée que je me suis tue. Puis j'ai regardé le sac vide comme je l'exigeais, et elle obéissait. Et j'ai trouvé le courage de lui dire que c'était très bien qu'elle soit venue, et qu'elle soit restée là tout ce temps assise sans rien dire. Pour tout ça, ma satisfaction était immense, mais entre-temps, elle avait l'obligation de rentrer chez elle, de s'en retourner à sa vie, et de ne revenir à l'Hôtel Paradis que de nombreuses semaines plus tard. Je lui ai dit ce que je voulais lui dire depuis longtemps. Entre-temps, ne viens pas ici, je l'exige. Elle est sortie, et l'harmonie est restée avec moi. Merci beaucoup. On n'emportera pas le livre, n'ayez pas peur. Vous avez une question? Bonjour, merci beaucoup. Je n'ai pas lu le livre, mais quelque chose m'a frappé. La couverture de la version originale et la couverture de la version française, c'est la même. C'est rare. Pourquoi? Je ne sais pas si je suis autorisée pour parler de cette bataille. Ça a été une grande bataille. Oui, en général, non. Et je crois que la maison d'édition ne voulait pas. Et je ne sais pas si Lise est encore là ou non. Bon, alors, si Lise n'est pas là... Je crois qu'elle est, elle est au fond, là. Elle ne vous entend pas. Elle a pris l'avion. Elle n'est pas là. Non, Lise est partie. D'accord. Elle est partie déjà. Mais c'est vrai que c'est une couverture que j'ai inventée pour l'édition portugaise. C'est vrai. Et parce que on voudrait mettre sur la couverture une maison de retraite. Enfin, on imaginait quelque chose qui puisse reproduire l'Hôtel Paradis. Mais le titre Misericordia est tellement forte que ça n'irait pas. Ça ne montrerait jamais la partie dont vous avez parlé, de l'animation qu'il y a dedans, la joie, l'espoir qui traverse les livres. Alors, j'ai trouvé ce fauteuil qui, en même temps, est seul, n'a pas personne, parle de la solitude, mais en même temps parle de quelque chose de beau. Alors, il y a sur la couverture une contradiction. Miséricordia va vers quelque chose de triste, vers quelque chose d'exigeant, d'intime, peut-être donne l'idée d'une quelque chose de l'Église, quelque chose des Écritures, des Saintes Écritures. Et l'autre, c'est au contraire, c'est quelque chose de la richesse du monde, de la richesse de la vie. Mais vous avez dit la beauté, on n'a pas assez insisté peut-être sur ce mot. L'éloge de la beauté aussi, votre livre, à travers le regard de cette vieille dame. La beauté est très, très, très importante. Je ne sais pas, je ne veux pas fatiguer le public avec ça. Mais... Je pense que ça va être la dernière question en public. Sinon, bien évidemment, vous pourrez poser toutes les questions ensuite. C'est pas vraiment des questions en plus. J'avais une grande envie de remerciements. C'est vraiment très,
très belle et très émouvante de voir que la personne traductrice est invitée et que ce soit 2 personnes qui ne sont pas des hommes. C'est vraiment très chouette de voir de la sororité sur cette scène. Et voilà, moi, ça m'a vraiment émue de voir ça. C'était très chouette. Et j'avais aussi envie de réagir par rapport à cette figure d'autrice chien sous la table et de cet héritage de la, je sais pas comment dire, de croyance de folie qui se trimballe de génération en génération. Ça m'a un peu fait écho à, bon, d'une manière différente, elle l'aborde pas de cette façon-là, mais à Wendy Delorme, qui dans un de ses livres qui s'appelle 4e génération parle de cette croyance que la folie se passerait d'une femme à une autre dans la famille. Et ça, bon, pareil, ça m'a fait écho à quelque chose au fond et c'était très chouette d'entendre ça. Voilà, alors merci beaucoup. De ma part, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est bon, c'est bon de vous écouter. Merci beaucoup. Je vous propose de nous en tenir là, mais comme je le disais, autour de vos livres à dédicacer, on peut également poser des questions. Merci à tous et à toutes. Miséricordia de Lydia Georges est paru aux éditions Métellier. Chez ce même éditeur, elle a notamment publié Rivage des murmures en 1989, La couverture du soldat en 1999, La forêt dans le fleuve en 2000, Le vent qui siffle dans les grues en 2004, Nous combattrons l'ambre en 2008, La nuit des femmes qui chantent en 2012 et Les mémorables en 2015. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 19 octobre 2023. Enregistrement, réalisation et mise en onde, Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.